Bonjour, nous sommes le samedi 16 octobre 2021 avec une météo qui semble démarrer sous la grisaille en matinée, mais que les météorologues prédisent que la météo va s'améliorer pour la suite de la journée. Et donc on peut se dire qu'il va y avoir de moins en moins de grisaille pour avoir un bon temps qui pourra laisser place à des occupations en extérieur qui pourront être bénéfique pour la journée de ce samedi et en espérant que pour le dimanche 17 octobre, nous aurons un temps qui pourra être aussi bénéfique que pour la suite des événements de la journée d'aujourd'hui. On l'espère en tout cas. Ici, je vais faire une vidéo qui va concerner donc ce qu'on appelle les vecteurs géométriques uniquement. Bon, vous allez me dire, s'il existe des vecteurs géométriques, il existe des vecteurs non géométriques. Alors, je vais faire un développement de ce que c'est que les vecteurs géométriques par opposition aux vecteurs non géométriques. Mais les vecteurs non géométriques, je ferai une vidéo séparée pour vous dire, pour donner des explications sur les vecteurs non géométriques. Donc, il existe deux classes de vecteurs, les vecteurs géométriques et les vecteurs qui ne sont pas géométriques. Fatalement, bon, quand il y a toujours une définition, il y a toujours son opposé. Et s'il y a les vecteurs géométriques, c'est qu'il existe les vecteurs non géométriques. Alors, c'est les deux classes possibles et imaginables de vecteurs, mais cette vidéo aussi va expliciter, va donner des explications uniquement sur les vecteurs de type géométrique. Donc, je ferai une vidéo à part pour ce qui concerne les vecteurs non géométriques. Cette vidéo-ci va concerner les vecteurs géométriques. Alors, que peut-on dire d'abord et avant tout en tant qu'introduction sur les vecteurs géométriques? Bon, dans vecteur géométrique, on entend vecteur, on entend géométrie. Bon, et avant toute chose, c'est qu'il faut définir, bien sûr, ce qu'est un vecteur, mais avant toute la définition de définition de vecteur, sachez qu'il existe des vecteurs, et encore une fois, son opposé, qui ne sont pas des vecteurs, c'est-à-dire des scalaires. Il existe en sciences physiques des grandeurs qui sont des types. Je vous rappelle que la physique, c'est l'étude des grandeurs, hein. En physique, il existe deux types de grandeurs. Les grandeurs dites scalaires et les grandeurs vectorielles. Alors les grandeurs scalaires sont des nombres purs. Alors que les grandeurs vectorielles nécessitent plusieurs grandeurs pour la définir. Alors déjà en mathématiques, on définit la notion, voilà, grandeur scalaire, généralement en maths, ce sont des réels, hein. Voilà, ce sont des réels. Et les grandeurs vectorielles en mathématiques, ce sont bien sûr, c'est l'espace vectoriel. L'espace vectoriel composé de vecteurs. Bien sûr qui est relié, bon, quand vous faites des sciences, on n'a pas exclusivement des scalaires ou exclusivement des vecteurs. On peut avoir des scalaires, oui, exclusifs, des vecteurs exclusivement, oui, mais on peut combiner les deux pour avoir des grandeurs qui sont un mélange voilà, de scalaires et de vecteurs. Donc, quand on manipule les scalaires et les vecteurs, ben, on peut la manipuler ensemble. Ça peut se faire facilement. Et je vous rappelle que si vous multipliez un vecteur par un scalaire, ça donne un vecteur. Voilà, ça c'est le fruit même de la définition de l'espace vectoriel. Donc ici on manipule deux ensembles, un ensemble qui est un ensemble de nombres purs, qui est l'ensemble des réels, et un ensemble dit de vecteurs, qui est l'ensemble E. Mais bien sûr il y a une interrelation entre les deux ensembles, puisque quand on parle d'espace vectoriel, c'est un espace vectoriel sur le champ R plus fois. C'est-à-dire que ben, on va manipuler des vecteurs
et des réels en leur faisant combiner des opérations plus et fois. On peut mélanger, c'est pas un problème. Et ça, c'est mélangeable. C'est mélangeable. Et en physique, bien sûr, que ce mélange, vous le retrouvez parce qu'on ne travaille pas toujours qu'avec des vecteurs exclusivement ou des scalaires exclusivement. On peut manipuler les deux. On peut manipuler des vecteurs et des scalaires ensemble. Voilà, voilà. Et ici, je vais vous parler justement des vecteurs géométriques. Des vecteurs géométriques. Bon, avant toute chose, je vais parler des grandeurs scalaires qu'on retrouve en physique. Qu'est-ce qu'on retrouve en physique comme grandeur scalaire? Ben, on peut avoir la masse qui se mesure en kilos, la température qui se mesure en degrés Celsius ou en degrés centigrades, voire en degrés Fahrenheit, ou, etc. On peut avoir l'énergie en joules, voilà, l'énergie en joules, qui est un scalaire aussi. On peut avoir la longueur qui est en mètres, l'angle qui est en degrés, voire en radians, voire en des unités spécifiques d'angle, hein, il existe des unités spécifiques d'angle, etc. etc. On peut en discuter. Le but, c'est pas de faire un cours de métrologie et voir tout ce qui est scalaire et tout ce qui est vectoriel. Bon, il existe des grandeurs scalaires et des grandeurs vectorielles. Bon, des autres exemples de grandeurs qui sont de type vectoriel, mais c'est la force, l'accélération, la vitesse, la quantité de mouvement et tout le tralala tralala. Il existe toute une panoplie de grandeurs vectorielles et toute une panoplie de grandeurs scalaires. Et donc, la physique étudie les grandeurs ainsi que leur interrelation sur ces grandeurs-là. Et ici, bien sûr, particulièrement en mécanique, on retrouve des vecteurs, notamment par la statique, ben, c'est l'étude des forces. L'étude des forces, je dirais plus l'étude de l'équilibre des forces en statique. On a la dynamique, on étudie voilà, les relations des causes, voilà, les causes qui provoquent un mouvement. Dynamique signifie bon, qu'on a un mouvement. Hein. Cinématique aussi, c'est du mouvement. Mais là, on étudie voilà, les vitesses en fonction du temps, l'accélération en fonction du temps, voilà, les variations, voilà, c'est les variations de grandeur vectorielle du mouvement par rapport au temps. Et ça, c'est la cinématique. Alors que la dynamique, on étudie voilà, le mouvement. En cinématique, on étudie le mouvement sans en étudier les causes du mouvement. Alors que la dynamique, oui, on a toujours du mouvement, on est d'accord. Mais là, on étudie les causes qui provoquent ces mouvements, les causes dynamiques, notamment les forces qui provoquent euh, le fait qu'on ait un mobile qui se met en mouvement. Donc voilà, donc on a les études les études de grandeur ainsi que leur interrelation en physique. Et en physique, on peut retrouver des grandeurs scalaires et vectorielles. Et notamment, dans les branches de la mécanique, on retrouve de nombreux vecteurs, notamment en cinématique, en dynamique et en statique. Alors, vous avez pu remarquer que je peux déjà faire un cloisonnement, distinguer qu'il existe des grandeurs scalaires en physique et des grandeurs vectorielles, tout comme en mathématiques, il existe l'espace vectoriel avec des vecteurs et bien sûr sur un champ R plus fois où R est le champ scalaire, où on retrouve le champ avec les nombres scalaires. Donc la mécanique est une des branches qui étudie bien sûr les vecteurs sous toute leur mouture. Les vecteurs peuvent être additionnés, soustraits. euh, on peut avoir des vecteurs équivalents ou équivalents à un même vecteur. On peut avoir une soustraction, une multiplication qui est un produit vectoriel, un produit mixte, alors un produit vectoriel et un produit scalaire. On peut avoir un produit scalaire séparément, un produit vectoriel séparément. Un produit scalaire donne un scalaire, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Un produit vectoriel donne un vecteur. Et un produit mixte, ben, c'est un mélange de produits scalaires et produits vectoriels. On peut avoir un double produit vectoriel, on fait deux fois un produit vectoriel. On peut avoir une équation vectorielle, une division vectorielle. On peut faire des additions vectorielles, des soustractions vectorielles. On peut aller rechercher le vecteur nul. On peut aller additionner deux opposés. On peut faire énormément de choses avec les vecteurs. Donc la mécanique justement va bien sûr s'arroger à faire
tous des traitements sur des vecteurs. On peut aller chercher le vecteur opposé, additionner des vecteurs. Et alors, bon, on a dans l'addition vectorielle, on a des propriétés. Bien sûr, on a la propriété d'associativité, de commutativité, de neutre, de symétrique, et tout le tralali talala, etc. Donc on peut faire d'innombrables opérations euh, avec les vecteurs. Alors on peut multiplier un vecteur par un nombre réel, ou plusieurs nombres réels par un vecteur, additionner plusieurs nombres réels multipliés par un vecteur, multiplier un nombre par une somme de vecteurs, et tralala, tralala. Donc il existe des vecteurs géométriques et non géométriques. Je vais en parler des vecteurs géométriques. Mais sachez que donc on a ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas les grandeurs scalaires. Donc dans les grandeurs physiques qui vont m'intéresser ici, ce sont les grandeurs vectorielles. Alors dans ces grandeurs vectorielles, ben, il existera aussi des interrelations entre ces vecteurs. Et ces vecteurs auront bien sûr, on peut les additionner, je vous l'ai dit. Alors si on additionne des vecteurs, ben, ils doivent être de même unité. Hein. Si je fais F1, une force F1 plus F2 plus F3, l'addition et la soustraction signifient que les dimensions doivent être les mêmes pour additionner. Hein. En addition, soustraction, voilà, la dimension sera toujours la même dimension que la résultante sera toujours de la même dimension que tout ce qui lui compose. Donc en addition, on aura tous des vecteurs, enfin tous des vecteurs, oui, des vecteurs de même dimension. Tout comme en soustraction. Hein. Si je prends un vecteur U moins un vecteur V, ben, là, ça signifie que ils devront être de même dimension. C'est pas le cas quand on a des produits. Hein. Les produits, on peut avoir des dimensions de toutes sortes. Et le résultat, ben, il faut faire l'étude de l'équation de dimension pour savoir ce qu'on a en résultat. Et là, on a une combinaison de dimensions en produit ou en division. On a une combinaison de dimensions qui vont donner une nouvelle dimension. Donc le produit et la division, c'est un petit peu... C'est pas comme les additions ou soustractions. Hein. Au niveau des unités, c'est pas le même. Alors quand vous prenez un vecteur, vous avez deux choses. Vous avez la grandeur et son unité. La grandeur et son unité. Ben, qu'est-ce que c'est que 5 newtons? Ben, 5 newtons, c'est 5 fois 1 newton. Donc il faut définir ce qu'on appelle le 1 newton. Le 1 newton, il faut le définir. Donc une fois qu'on ressent l'unité de base, ce qu'elle est définie, qu'on la ressent, mais 5 newtons signifie 5 fois 1 newton. Donc 5, c'est une grandeur qui est bon, on aurait pu mettre 10, 20, 30, peu importe, mais en tout cas, c'est 5 fois une unité, et là, on sait bien qu'on exprime une force, puisque on connaît la quantité d'une force référencée de 1 newton, mais si vous faites 5 fois 1 newton, vous avez une force équivalente de 5 fois 1 newton, qui vaut 5 newtons. Donc il faut définir bien sûr les unités de base, et ces unités de base, bon, on peut faire des traitements avec ces unités de base, aussi bien avec ces grandeurs que ces unités de base. Alors en multiplication, division, soustraction, addition. Je vous rappelle qu'en addition, il faut additionner des dimensions de même unité. Hein. Et en soustraction, c'est pareil. Donc, quand vous avez un résultat d'une grandeur, la grandeur dépend bien sûr des, unités qui régissent l'équation. Hein. L'équation que vous avez, ainsi que les équations en dimension. Parce que si, bon, écrire U égale R fois I, U égale R fois I, ce sont des scalaires. U égale R fois I, ce sont R est un scalaire, I est un, R est un scalaire, c'est en dimension en ohm, I est en ampère, ben, ça donne une nouvelle unité qui est le volt. Voilà. Donc là, les dimensions ne sont pas les mêmes. Par contre, là j'ai pris un scalaire. Hein. Même pour les scalaires, c'est la même chose. Si vous faites V1, potentiel V1 plus V2 plus V3, mais le potentiel V total sera en volts. Alors vous avez additionné des volts, plus des volts, plus des volts, voilà. Et si j'avais fait avec des courants, la même chose avec des courants, I1 plus I2 plus I3, ben,
ça va donner un courant total, I total, qui a tant d'ampères. Donc vous voyez que additionner, c'est toujours les mêmes unités. Soustraire, ça va être la même chose, parce que j'aurais pu faire, à la place d'avoir des courants conventionnels positifs, j'aurais pu avoir des courants conventionnels ici négatifs. Un courant conventionnel négatif ici, un négatif là, bon, une tension, un potentiel négatif là. Donc, additionner ou soustraire, vous devez avoir toujours les mêmes unités. Par contre, en multiplication ou en division, ben, là, ça fait l'interférence de plusieurs unités. Et donc, c'est l'équation dimension qui va vous dire ben, qu'est-ce que vous avez comme unité finalisée. Voilà, si vous avez des volts ou autres, voilà, toutes sortes. Voilà. Et c'est valable aussi bien pour les scalaires que pour les vecteurs. Bon, mais de toute façon, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je vais m'intéresser aux grandeurs vectorielles. Grandeur vectorielle. Alors, pour ça, je vais définir ce que c'est qu'un vecteur géométrique. Alors, les vecteurs géométriques, il peut avoir plusieurs cas de figure. On peut avoir le vecteur géométrique lié, un vecteur géométrique libre, un vecteur géométrique glissant. Bon, alors je vous ai dit que qu'est-ce que la différence entre un scalaire et un vecteur? Bon, la grande différence, c'est qu'il y en a un, il nécessite qu'une seule grandeur. Si je prends la masse, bon, c'est 10 kg, 20 kg, une grandeur plus une unité. Voilà, ça c'est scalaire. Le scalaire, en physique, nécessite une grandeur plus une unité. Pour savoir si on a affaire... Pourquoi l'unité? C'est pour savoir, voilà, c'est pour savoir quelle grandeur qu'on a. Si on a une température, une pression, un volume, une surface, un angle solide, voilà, tout ça, la grandeur nous donne déjà voilà, une notion sur quel type de grandeur on a à faire en physique. On est en présence de quel type de grandeur. Donc, on a, si je vous mets une valeur 6 en scalaire, hein, ici je parle en tant que scalaire, 6, bah, qu'est-ce que c'est que 6? Bah, ça peut être tout n'importe quoi, 6. Par contre, si je mets 6 kg, ben, vous commencez à comprendre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous savez que de 1, l'information ici va donner que vous avez affaire à une masse. Hein, 6 concerne la valeur d'une masse, voilà, et que c'est 6 kg, sachant que vous savez ce que c'est que 1 kg. Le kilo est défini de manière très précise par l'unité de mesure internationale. Ils ont défini le kilo avec précision. Donc 6 kg signifie 6 fois 1 kg. Donc donner une valeur scalaire ne suffit pas. Bon, généralement, on donne aussi son unité et l'unité. Voilà, on peut en faire des opérations, bien sûr, avec qui donnent les relations physiques. Voilà, les formules de physique, les formules de physique nous donnent des relations qui peuvent être multipliables ou divisables. Voilà. Maintenant, si elles sont additionnables, alors les grandeurs doivent être les mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si elles sont soustrayables, les unités doivent être des unités identiques pour soustraire. Voilà. Alors, ceci étant dit, il est vrai aussi pour la grandeur vectorielle, c'est pareil. C'est pareil. Bon, la grandeur vectorielle nécessite une grandeur 5, mais aussi 5, derrière ça, il y a toujours une unité. Voilà, il y a une unité. Alors, mais avant, ici, je vais parler de vecteurs géométriques. Hein. Vecteurs géométriques liés. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur géométrique lié? Puisqu'on peut définir dans le terme vecteur géométrique, mais il y a vecteur. Et il y a géométrique. Et ensuite, il y a lié, les qualificatifs liés, libre et glissant. Il y a trois sortes. Alors,
pour définir un vecteur, on sait très bien que, bon, on a une droite infinie dans les deux sens. Vous prenez un point de la droite quelconque, un autre point de la droite quelconque, distinct bien sûr, distinct, AB, et là, bon, j'ai une direction qui est donnée par la droite D. AB, j'en crée un segment qui est une portion de la droite. Alors, et je lui donne un sens. Alors, deux sens possibles, de A vers B ou de B vers A. Donc, ici, le vecteur géométrique lié, je suis en train d'expliquer le vecteur géométrique lié, mais c'est un vecteur à la base qui est géométrique. C'est un vecteur géométrique, c'est-à-dire basé sur des objets de géométrie. Alors, quels sont les objets de géométrie? Ben, on a la demi-droite. Alors, la demi-droite, le problème, je peux noter ceci comme ça, la demi-droite A, B. Alors, elle est infinie dans un sens et limitée dans l'autre. Donc, là où c'est limité, je mettrai AB. Alors, pour ce qui est de la droite ici, D, la droite D, je peux l'appeler la droite AB. C'est la droite D. Et maintenant, le segment AB, j'appellerai ça le segment AB. Alors, je vous rappelle qu'on ne sait pas mesurer une droite parce que c'est infini dans les deux sens. Et on ne sait pas mesurer une demi-droite parce que c'est limité dans un sens et illimité dans l'autre. Donc, on ne sait pas mesurer. Ce qu'on sait mesurer, c'est un segment. Voilà. Donc, on va définir le vecteur géométrique par l'entremise d'objets géométriques qui sont le point, le segment et bien sûr la flèche. La flèche est un objet géométrique, c'est juste un triangle que vous mettez comme ceci. Bon, vous pouvez dessiner un beau triangle comme ceci, le mettre en tout petit. Voilà. Ouais, regardez, je vais faire un exemple de flèche. La flèche est basée sur un triangle. Donc, je construis un triangle. Qui est un triangle isocèle. La flèche est un triangle isocèle. Je vais le remplir. Voilà. Je vais le réduire. Voilà. Je vais le démultiplier en faisant une copie. Voilà. En inversant celui-ci. Faire pivoter de normalement 180. Voilà. Et là, j'ai créé deux flèches. Je peux définir par exemple voilà, une longueur au travers de deux flèches. Voilà. Donc la flèche est un élément géométrique si vous voulez. Donc un tiret comme ça, une petite barre pour signifier une origine d'un... Alors l'origine bien sûr ici il est défini là où il n'y a pas la flèche. Hein. L'origine c'est là où il n'y a pas la flèche et l'extrémité c'est là où il y a la flèche. Alors j'aurais pu mettre des points. Donc vous voyez que vous avez des tirets, des flèches, des droites et un segment. Donc voilà, tout ça c'est géométrique. C'est pour ça qu'on parle de vecteur géométrique. Donc ici, le vecteur géométrique ici lié, ben, vous aurez compris qu'il est lié à un point d'application. Il est lié à un point d'application. Donc il est déterminé par son point d'application. Alors, un vecteur géométrique va se noter A avec son point d'application A. Hein. Un vecteur libre, enfin un vecteur géométrique libre, c'est un vecteur de la géométrie, du plan ou de l'espace, peu importe. Hein. Attention que ça peut être une géométrie du plan ou une géométrie de l'espace. Alors on peut faire de la géométrie vectorielle, vectorielle pure
ou de la géométrie vectorielle avec un axe posé au IJK. Alors ça, c'est dans l'espace. Alors si je suis dans le plan, si on a des vecteurs coplanaires, je peux faire une géométrie dans le plan et nécessiter qu'un repère OIJ et repérer tout vecteur géométrique par une base OIJ si on est si on travaille avec des vecteurs tous coplanaires, ou si on est dans l'espace, repérer tout vecteur grâce à leurs composantes dans une base OIJK. Donc je peux travailler soit avec des repères ou sans repères. On sait toujours faire de la géométrie vectorielle sans repères, mais je peux faire de la géométrie vectorielle avec repères. Il n'y a pas de problème, que ce soit un repère dans le plan ou dans l'espace. Voilà. Alors ça c'est pour vous dire qu'on peut faire de la géométrie vectorielle avec repère ou sans repère. Ben là on définit le qualificatif géométrie vectorielle pure, géométrie vectorielle pure. Si on n'a pas de repère, si on est dans le repère, avec repère, on aura des équations, donc on aura géométrie vectorielle, géométrie analytique vectorielle. Alors on peut avoir la géométrie vectorielle analytique dans le plan, ou la géométrie vectorielle analytique dans l'espace. Et là, dans l'espace, on peut traiter, je veux dire, des vecteurs liés, des vecteurs libres, ou des vecteurs glissants. Voilà. Alors vous voyez que le qualificatif vecteur lié est lié, on a un point d'application A, et là, c'est en indice, l'indice, on a un point d'application A, et en indice pour le vecteur géométrique glissant, on a un support delta. Donc, combien d'éléments faut-il pour définir un vecteur géométrique lié? Il en faut 4, je m'excuse, 4. Pour définir un vecteur géométrique libre, combien d'éléments faut-il pour définir le vecteur géométrique libre? 3. Et le vecteur géométrique glissant, combien d'éléments faut-il pour le définir? 3. Alors quels sont ces éléments? Mais bien sûr, le vecteur géométrique lié, il est lié à un point d'application. Donc de 1, il faut un point d'application. Donc quand je vous dis 4, pourquoi? Parce que il y a un point, il faut définir un point d'application, une intensité qu'on dit, on appelle aussi module intensité grandeur, ou encore donc module norme, voilà. Bon, l'intensité, la norme, parler de intensité, norme, module, grandeur, c'est la même chose. Intensité, norme, module, grandeur, c'est la même chose. Donc il faut un point d'application, une intensité, une direction et un sens. Alors le vecteur lié, ben, il est lié à un point d'application, on veut le lier quelque part. Alors la direction, c'est celle d'une droite, mais généralement on ne met pas la droite. On ne la met pas. Mais on sait bien que tout segment est une portion de droite, donc provenant d'une droite. Donc elle a un support, mais on ne le met pas. Voilà, on ne le met pas. On ne met pas le support pour le vecteur. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a un vecteur qui est lié à un point d'application, et là, vous devez le lier vraiment en un point bien précis. Bien précis. Donc on a 4 éléments qui vont définir le vecteur lié, géométrique lié. Ben, c'est son point d'application où le vecteur est lié, la direction qui est le support de la droite supportant le segment AB, voilà, c'est la direction. Le sens, il est donné par la flèche, soit le sens de A vers B ou de B vers A. Et ça, c'est un vecteur géométrique. C'est un vecteur géométrique. Bien sûr, le vecteur géométrique ils se mettent à l'échelle. Hein, pour pouvoir avoir une bonne représentativité d'un vecteur, ben, bon, si vous avez 4-5 vecteurs, on ne fait pas du n'importe quoi. Hein. Les 4-5 vecteurs doivent être représentés dans une même base, c'est-à-dire dans une même échelle, hein, pour pouvoir dire que celui-là, un tel vecteur est 2 fois plus grand que l'autre, que celui-là est 3 fois plus grand que l'autre, celui-ci est 2 fois plus petit. Voilà. Au niveau des grandeurs,
bah, on peut au moins voilà, les différencier dans une même échelle. Il faut une échelle. Il y a une échelle de lecture. Donc quand vous allez poser votre repère, vous allez poser votre repère avec une échelle. Et si vous n'avez pas de repère, si vous ne faites pas de la géométrie analytique dans le plan ou dans l'espace, c'est de la géométrie analytique vectorielle dans le plan ou dans l'espace, si vous en mettez un repère qui n'en a pas, que vous faites de la géométrie vectorielle pure, mais sachez qu'il faut quand même mettre une échelle. Vous voyez, dans tous les cas de figure, pour l'un ou pour l'autre, vous avez une échelle à dessiner. À la rigueur, si vous n'avez qu'un vecteur, c'est pas un problème. Quoique, bon, vous-même mettre toujours une échelle, c'est mieux. Comme ça, bon, on sait bien euh, que vaut que vaut euh, ce vecteur-là. Quelle en est, je veux dire, son intensité dans une échelle donnée. Par exemple, s'il a une intensité si le vecteur fait 10, 10, ou alors si je vais mettre 40, pour le représenter à une échelle papier, le 40, je ne vais pas mettre 40 hein, sur une feuille de papier de 190 x 210, je ne vais pas mettre 40 dedans, on ne sait pas. Donc je dois réduire la taille de mon vecteur pour qu'il soit dessinable sur une feuille de papier. Donc mon 40, je vais le diviser par 4 pour mettre 4 cm. 4 cm va représenter 40, donc il y aura bien une échelle. Alors, le vecteur géométrique lié, c'est un peu la même chose qu'un vecteur lié, si ce n'est qu'il n'est pas lié. C'est pour ça qu'il n'a que 3 points. 3 points, c'est parce qu'il n'y a pas de point d'application, là. Il est libre. Il est libre. Donc là, on n'a pas de point d'application, mais en tout cas, une intensité qui a un module ou une norme ou une grandeur. Voilà, on a toujours une direction et on a toujours, bien sûr, un sens. Et là, ça, c'est un vecteur géométrique libre. Le vecteur géométrique glissant, mais lui, il a toujours une intensité. Donc vous voyez que pour définir un vecteur, il faut toujours plusieurs grandeurs. Hein. Contrairement au scalaire, une grandeur suffit. Une grandeur suffit. Enfin, quoique, bon, on peut avoir l'unité aussi. Il faut deux choses, la grandeur et l'unité. Ouais, on est d'accord. Mais le vecteur géométrique, bon, pour le définir, il faut quatre choses. Le vecteur géométrique lié, il faut quatre choses. Quatre objets. Enfin, comment on appelle ça? Il est déterminé par quatre. Bon, quand je parle de point d'application, point d'application, c'est un point. L'intensité, c'est une valeur. La direction, c'est un angle. On peut dire que c'est un angle par rapport à une horizontale. Je peux dire que la direction, c'est un angle. Voilà. Le sens, oui, le sens, voilà, c'est une orientation aussi. C'est une orientation. Bon, tout ça, je peux dire que ce sont des. Je sais pas comment est-ce que je peux appeler ça. Hein. Parce que ce n'est pas toutes des grandeurs. Un sens, c'est pas forcément une grandeur. Autant l'intensité et la norme, c'est une grandeur. Le point, c'est un objet. La direction, je peux dire que c'est une grandeur parce que je peux dire que c'est un angle, mais ce sens, je ne peux pas dire que c'est une grandeur. Donc, je ne peux pas répertorier tout ça sous le vocable de grandeur. Voilà, je peux dire que c'est quatre caractéristiques. Il a besoin de quatre caractéristiques. Donc le vecteur géométrique lié nécessite quatre caractéristiques. Point d'application, intensité, direction, sens. Le vecteur géométrique libre, il n'y a pas de point d'application puisqu'il est libre dans le plan ou dans l'espace, suivant que vous êtes dans le plan, suivant que les vecteurs sont dans le plan ou dans l'espace, le ou les vecteurs. Là, on a une intensité, une direction, un sens, trois caractéristiques suffisent. Mais le vecteur géométrique distant, c'est un peu la même chose. Bon, il nécessite quoi? Bon, vous allez me dire, une intensité, oui. Un sens, oui. Et une direction qui est donnée par une droite. Une droite qui est le support du vecteur. Donc, ce qui veut dire que la droite doit être exclusivement tracée. Contrairement auparavant, un vecteur libre ou lié, on n'est pas obligé de voir son support, on s'en fout de son support. On sait bien qu'il a un support, hein, il peut avoir un support. Par contre, le vecteur glissant, lui, on est obligé de voir son support. Obligé. Donc vous avez un support, voilà, on a le vecteur, et le vecteur peut glisser le long de ce support-là. Je vais l'appeler A delta. Bon, il peut être là, comme il peut être là. Alors, ces supports,
ces vecteurs glissants sont utilisés quand, bien sûr, elles dénaturent pas la grandeur, hein. Ces caractéristiques ne changent pas si vous changez voilà, de position au travers d'un axe. C'est possible, quand on étudie la mécanique, mais il y a des vecteurs qui peuvent être sur un axe, ça ne dénature pas la grandeur. La grandeur, euh, là où les grandeurs, ou les grandeurs qui sont en relation avec cette grandeur-là, elle vient rien dénaturer, parce que ça reste, voilà, un vecteur qui ne change rien en tout et pour tout voilà, sur le phénomène ou sur le système. Le système ne va pas changer parce que vous avez la possibilité d'utiliser un vecteur glissant. C'est pas ce vecteur glissant qui va venir modifier le système. Puisque justement, on va utiliser ce vecteur glissant justement pour qu'il puisse glisser sur un support qui garde les caractéristiques du système. Justement, c'est ça. Donc, c'est possible de traiter les vecteurs glissants en mécanique. Donc, en mécanique, on peut traiter les vecteurs liés, vecteurs géométriques liés. Bien sûr, on peut traiter les vecteurs non géométriques, mais ça, je vous montrerai comment, c'est quoi un vecteur non géométrique. Ici, je me base sur la théorie des vecteurs géométriques. On a le vecteur géométrique lié, vecteur géométrique libre et vecteur géométrique glissant. Donc voilà, euh, donc on a quatre caractéristiques, quatre éléments qui peuvent définir un vecteur géométrique lié. Bon, on a bien sûr l'origine, la direction, le sens et sa longueur. Oui, ici j'aurais pu dire aussi sa longueur. Intensité égale norme égale module égale grandeur égale longueur. Et donc ça c'est la longueur bien sûr du segment AB. Hein. L'intensité, la norme, le module, la grandeur, c'est la longueur, c'est la longueur du segment AB. Mais attention, qui peut être représenté bien sûr suivant deux barres. Là, ça c'est la norme AB. Mais si maintenant vous mettre deux barres, bon, c'est difficile pour vous, vous mettez qu'une barre. Attention que si vous mettez 10 vecteurs avec deux barres, ça fait, vous en avez mis 20 barres. Hein. Donc autant mettre une barre. Hein. Quand il n'y a qu'un seul vecteur à mettre, deux barres, ça c'est pas compliqué. Mais quand il y a 50 vecteurs, bon, mettre chaque fois deux barres, ça fait 50 fois 2, ça fait 100 barres. Vous perdez votre temps. Donc vous me mettez une barre à ce moment-là. Voilà. Alors bon, n'oubliez pas que quand j'explique tout ça, bon, il y a une échelle derrière tout ça. Hein. Une échelle, c'est. Ouais, la norme c'est ça, mais à l'échelle. Il faut tenir compte, voilà, de l'échelle. Parce qu'on va le dessiner géométriquement. Donc dessiner la grandeur géométrique, mais on doit mettre une échelle. Vous devez écrire l'échelle pour laquelle vous avez dessiné le vecteur. Parce que vous faites de la géométrie. Hein. Vous faites de la géométrie, c'est un vecteur géométrique. Donc vous allez représenter le vecteur au niveau d'un dessin. Donc autant le mettre avec une échelle et savoir savoir faire une lecture de l'échelle pour savoir quelle est la longueur du vecteur. Hein. Voilà. Donc le vecteur géométrique type, l'adjectif qui est lié, enfin l'adjectif lié employé dans la définition d'un vecteur géométrique lié, c'est parce que il est lié à une origine, à un point d'application, alors que dans le vecteur géométrique libre, ben, il n'y a pas de point d'application, donc on ne va pas mettre un indice avec un point d'application. Donc en fait, on met aucun indice parce qu'il est libre dans l'espace. Il n'y a pas d'indice là. Alors quand on parle de vecteur géométrique en général, ben, si on dit on met pas de qualificatif qui suit, ben, c'est le vecteur géométrique libre. En général, vecteur géométrique signifie vecteur géométrique libre. Maintenant, certains puristes ou certains veulent voilà, forcer les choses et ils vous diront vecteur géométrique lié. Là, ils vont vraiment vous dire si c'est un libre ou un glissant. Mais quand on ne dit rien, ben, c'est le vecteur géométrique libre. Quand vous dites vecteur géométrique, c'est le vecteur géométrique libre. Alors, je vous rappelle qu'un vecteur en mathématiques, les vecteurs liés ont une définition un peu spéciale. Je vous dis tout de suite. Bon, alors, on peut avoir la définition d'un ensemble en extension ou en compréhension, c'est-à-dire voilà, le faire comprendre par une phrase toute faite ou par une énumération.
On a deux cas de figure pour représenter un ensemble. Et alors ici, je vais représenter un ensemble par une explication, voilà, en définissant les vecteurs liés. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ensemble E? L'ensemble E, c'est les vecteurs triplement infinis de points de l'espace que vous connaissez, que vous manipulez en géométrie, munis bien sûr de la distance euclidienne. On a X appartenant à E et Y appartenant à E. Et donc ça, c'est l'ensemble qui définit l'ensemble des vecteurs liés. Alors, si vous voulez l'ensemble de vecteurs libres, là, à ce moment-là, vous créez une équivalence, de E fois E. Je vous rappelle que E, c'est l'ensemble des vecteurs de l'espace. C'est l'ensemble triplement infini de points. C'est l'espace métrique. C'est l'espace métrique, l'ensemble triplement infini de points, muni de la distance euclidienne qui, bien sûr, répond à certains axiomes de définition de la distance. Donc on a E fois E dans E fois E. Je crée une écriture dans une relation qui va être une équivalence. Cette équivalence, bon, bien sûr, vous aurez compris que XY devient TU. Ça veut dire que ce sont tous les vecteurs équipolants, tous les vecteurs qui sont équipolants, c'est-à-dire parallèles et de même grandeur que le vecteur. C'est deux vecteurs égaux, hein. XT égale TU. Voilà, là j'ai une relation d'équivalence. Et donc on dira que les deux vecteurs sont égaux, ou équipolants, ou équivalents. C'est là trois mots identiques ici. Ils sont égaux, équipolants, équivalents. Donc, ça, par exemple, j'ai un vecteur ici. Voilà, celui-ci est équipolant. Donc, pour qu'il soit équipolant, il faut qu'il soit parallèle et de même grandeur. Parallèle, donc ça veut dire même direction. Hein. Ils ont même direction et même grandeur. Et bien sûr, même sens. Hein. Même sens. N'oubliez pas le sens. Et même sens. Voilà. Donc, en définissant ceci, bon, tous les vecteurs équipolants de l'espace, là, je peux définir les vecteurs libres de l'espace comme étant bon, un espace quotient divisé par S. Et là, je définis l'ensemble des vecteurs libres par un ensemble quotient, l'ensemble des vecteurs libres de l'espace. Donc on pourra dire que tout vecteur libre est donc une classe triplement infinie de vecteurs liés ayant même norme, même direction et même sens. Voilà, mais ça c'est en mathématiques comment ils définissent bon, les vecteurs liés, et là les vecteurs libres de l'espace. Bon. C'est pour faire une analogie avec les mathématiques. Hein. Les mathématiques vont définir ça à leur façon, et la mécanique vont définir ça à sa façon. Donc je vous disais que l'objectif libre, bon, il est souvent omis, sauf si on désire attirer tout particulièrement l'attention sur le fait que l'origine de ce vecteur est un point arbitrairement choisi dans l'espace, qu'elle est donc absolument indéterminée. Ça c'est pour les puristes, hein. Ils vous diront plus particulièrement ce qu'il en est. Hein. Donc voilà. Donc quand on dit vecteur géométrique, si il n'y a pas le qualificatif libre, ben c'est le vecteur géométrique libre. Bien qu'on a omis le qualificatif libre. Maintenant, il y en a certains ils vont forcer là. Comme on peut l'omettre, on peut le mettre. On peut l'omettre. Bon, ça signifie qu'on a un vecteur géométrique libre, mais on peut le mettre. Mais si on l'omet, ça veut dire qu'on force la chose au niveau sémantique pour dire qu'on a un vecteur libre. Vecteur géométrique libre, ça veut dire qu'on fixe arbitrairement un point du plan ou de l'espace, ça dépend si on est dans le plan ou de l'espace, un point
pour le définir en tant que vecteur libre. Bon, vous choisissez arbitrairement un point pour le mettre, parce qu'il faut quand même le mettre quelque part, le vecteur. Hein. Ouais, il est libre, on est d'accord qu'il est libre, mais vous le mettez où vous voulez. Mais en tout cas, une fois que vous l'avez mis, il devient lié quelque part. Hein. Ah ouais, parce que vous choisissez un point. Bon, c'était un point libre, d'accord. C'est un point arbitraire du plan d'espace, d'accord. Mais il devient lié. Il devient lié. Le libre, vous liez quelque part. Hein. Bon, bien qu'il est libre, il nous faut bien un dessin, il faut bien les lier quelque part quand même. Voilà. Donc les libres, ils sont quand même liés. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais on ne vous force pas à le mettre dans un point bien précis. Vous choisissez votre point arbitraire de l'espace. Donc c'est un vecteur libre. Ça. Alors, le vecteur géométrique glissant, ben, là à ce moment-là, il vous faut absolument un support, une droite. Et donc pour le définir, il faut une droite qui est le support delta, un sens et une intensité, un module, une longueur, une norme. Tout ça c'est équivalent. C'est intensité, norme, module, grandeur ou longueur, c'est la même chose. Bon, la direction c'est celle du support. Hein, et il glisse sur le support. Et bien sûr, son origine, il n'est pas lié. Hein, c'est pas un vecteur lié. Donc, encore une fois, vous le placez où vous voulez dans, euh, sur la droite delta, vous le mettez où vous voulez, le vecteur glissant. Hein, parce qu'il glisse. Mais une fois que vous l'avez fixé quelque part en dessin, vous l'avez lié, mais c'est vous qui l'avez choisi arbitrairement. On ne vous a pas imposé, je veux dire, le choix. On ne vous a pas imposé, je veux dire, on vous a laissé le choix de poser le vecteur où vous voulez. Hein. Mais en tout cas, il doit être sur la droite, puisqu'il glisse sur la droite. Donc, comme je vous ai dit, le vecteur géométrique lié, bon, il est lié à un point d'application, donc fatalement, on va le mettre avec un indice, un repère petit, grand A, grand B, suivant que le point d'application c'est A, grand B ou grand C. En tout cas, là j'ai mis, là on sait bien qu'il est lié, parce qu'il y a un indice qui indique qu'on a affaire à un point d'application qui est A. Bon, mais généralement, pour le vecteur pour ceci, on mettra plutôt un vecteur AB. Hein. On va l'appeler AB. Voilà, vecteur AB. Sachant que le point A est défini, ben, si le point A est défini, ben, le vecteur AB il est lié au point A, obligatoirement. Maintenant, le vecteur géométrique libre, on met rien. Il n'y a pas d'indice. Hein. Il est, on va dire, au lapsou d'indice, il n'y a pas d'indice. Le vecteur libre, bon, on va indiquer tout simplement le vecteur A sans indice. Et bien sûr, la flèche est extrêmement importante. Pourquoi? N'oubliez pas la flèche dans tous les cas de figure. Pourquoi? Parce que si vous omettez la flèche, vous avez un scalaire et non plus un vecteur. Hein. Alors je rappelle que si je prends un vecteur A, voilà, ça c'est un vecteur. Si je veux sa longueur, sa norme, son modèle ou son intensité, ben, j'indiquerai ça comme ça. Et ça, c'est un scalaire. La norme du vecteur A, c'est un scalaire. Donc, le vecteur A est différent de A. Pourquoi? Parce que ben là, c'est un vecteur, et là, c'est un scalaire. Donc, si vous oubliez la flèche, c'est important. Hein. La flèche, c'est important. Et le vecteur glissant, bien sûr, vous mettrez un petit triangle pour dire que c'est voilà, l'axe delta. Vecteur glissant, il va glisser au travers d'un support. Là, on est obligé de mettre le support, contrairement aux deux autres. Les deux autres, il y a des supports, mais on ne les met pas. Vecteur lié et le vecteur libre, on ne met pas de support. Par contre, le vecteur glissant, on est obligé de mettre un support. Et donc, la direction, bien sûr, du support indiquera la direction du vecteur glissant. Voilà. Et donc, ceci concerne tout simplement les explications sur les vecteurs géométriques. Vecteurs géométriques, il existe les vecteurs géométriques liés, vecteurs géométriques libres et vecteurs géométriques
glissants. Et que tout ça sont des vecteurs, mais représentables dans un plan ou dans un espace, suivant qu'on en est dans un domaine de géométrie analytique ou de géométrie vectorielle pure, à l'aide d'un repère ou sans repère. Mais tout ça nécessite bien sûr de devoir dessiner des vecteurs. On a l'écriture des vecteurs, hein, là c'est AA, A ou A delta, mais il y a aussi le dessin de ça. Alors connaissant sa norme, sa direction et son sens, on peut définir, ici c'est un vecteur lié, son point d'application. Et en ces quatre caractéristiques-là, ces quatre informations, par exemple pour le vecteur géométrique lié, on sait le dessiner dans un plan ou dans l'espace. Si on a un vecteur géométrique libre ayant ces trois caractéristiques, direction, sens, intensité, il est déterminé, je peux le dessiner. Et si j'ai un vecteur géométrique glissant, ben, ayant les trois caractéristiques, intensité, support et sens, ben, je peux le dessiner. Ouais, il faut que je dessine son support aussi. Il faut que je dessine son support, qui est delta. Donc il faut que je dessine la droite. Bon, donc là-dedans, on aura chaque fois des segments et en plus une droite pour le vecteur glissant. On aura des segments et bien sûr avec deux points, parce que un segment est défini par deux points. On aura à chaque fois deux points, un segment et bien sûr une flèche qui va indiquer le sens. Le sens est donné par une flèche. Si on parcourt soit de A vers B ou de B vers A, ben on a à chaque fois un sens. Donc on a combien d'objets géométriques, mais ça dépend. Ça dépend. Alors si je prends un vecteur glissant, j'aurai besoin pour le représenter au niveau géométrique d'une droite, d'un point quelconque choisi arbitrairement sur la droite, d'un autre point situé à une distance qui est bien sûr la norme, qui est la longueur du segment, voilà, et une flèche, soit dans ce sens-là, ou dans l'autre sens. Alors, parfois les flèches, on peut les mettre au milieu. Hein. Alors, certains dessinent des vecteurs avec une flèche au milieu. Bon, ça c'est aussi. Hein. Ben, généralement, on fait pas ça au niveau de la mécanique. On met voilà, le sens est donné par un vecteur ici. Et donc, si vous voyez ceci, ben ça c'est un vecteur glissant. Voilà, ça c'est un vecteur glissant. Alors, je vais appeler le vecteur A, qui est A delta. Voilà. Alors maintenant, si je fais ça, sans le support, je peux mettre le support, mais généralement on ne met pas le support pour les vecteurs libres ou liés. Si je fais ceci, c'est un vecteur libre. Bon, mais alors là, j'ai pas besoin de... Voilà, je peux faire ça. Hein. Un vecteur libre, je suis pas obligé de mettre AB. Parce que, voilà, il n'y a pas de point d'application. Il n'y a pas de point d'application. Je suis pas obligé de mettre AB. On pourrait, hein. On pourrait le faire. On peut tout faire. Hein. Je veux dire, ça, c'est pas un problème. Mais ça, c'est un vecteur libre. Maintenant, si vous voulez un vecteur lié à un point d'application A, à ce moment-là, je vais mettre A, il est lié à A. Alors à ce moment-là, il faut que je mette AB. Bah, autant mettre, c'est plus facile de mettre AB. Voilà. Bon, et on peut tout faire avec ces vecteurs. Hein. On peut les additionner, on peut les soustraire, on peut faire beaucoup de choses. La première chose qu'on fait, c'est les représenter dans un plan ou dans l'espace. On peut regarder si on a plusieurs vecteurs, on sait voir s'ils sont équivalents, ce qu'on appelle équivalents, équivalents ou égaux. On sait voir s'ils sont égaux. On sait voir si c'est un vecteur nul, hein, parce qu'il existe le vecteur nul. On peut voir si c'est un vecteur. Si on a deux vecteurs, on peut voir. Enfin, si on a plusieurs vecteurs, on sait voir lesquels sont opposés. Hein. On peut faire des additions vectorielles géométriques. Hein, c'est l'addition vectorielle. Hein. L'addition de vecteurs géométriques, c'est l'addition vectorielle. Bah, par exemple, à rechercher la résultante. Comme on peut faire des additions, ben, on peut faire des soustractions. Et on peut tout faire. Ben, alors, comme on peut faire des additions et les propriétés de l'addition, c'est-à-dire qu'on a, comme l'ensemble des vecteurs géométriques de l'espace et l'opération somme vectorielle forment un groupe commutatif, ben, on peut faire l'addition vectorielle est une loi de composition interne et partout définie. On saura toujours trouver une valeur. On sait toujours trouver une valeur à l'addition. On peut faire l'associativité, on peut faire la commutativité, puisque c'est un groupe commutatif. On peut faire la commutativité, l'associativité, l'additionner avec un neutre qui est le vecteur nul. Et bien sûr,
l'opération d'addition est symétrisable, c'est-à-dire on peut trouver l'opposé. Donc il y a la commutativité comme je vous l'ai dit. Et on peut faire beaucoup de choses. On peut faire bien sûr la différence vectorielle. Et puis par après je vous parlerai qu'on pourra faire des multiplications d'un vecteur géométrique par un nombre, mais bon ça je vous en parlerai. Parce que je ne vais pas aller trop vite ici. Il ne s'agit que voilà, une explication qui va concerner le vecteur géométrique. Alors on peut multiplier un vecteur géométrique par un scalaire. Hein. Ça on peut le faire. On peut multiplier un vecteur géométrique par un nombre réel. Alors, nombre réel, quand je dis on peut multiplier par un nombre réel, c'est un nombre réel, c'est R. Quand je vous dis multiplier par un scalaire, c'est une grandeur scalaire physique. Hein. Voilà. Donc on peut multiplier par une grandeur scalaire quelconque. Voilà. Alors ça, je vous parlerai pour la suite des multiplications scalaires. J'expliquerai parce que faut pas que j'aille voilà, dans un domaine qui ne serait plus les vecteurs géométriques. Donc c'est pour ça que je vous expliquerai les vecteurs non géométriques. Sachez qu'on peut faire des additions, soustractions, tout ce qu'on veut avec les vecteurs géométriques. Je vous remercie.